Bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour la conférence du docteur Christophe Duval. Cette conférence se déroulera donc en 2 temps, une présentation de son sujet de thèse et puis un deuxième temps où vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Ce deuxième temps sera modéré par Jean-Pierre Jourdan, qui est ici présent, qui est praticien hospitalier, docteur en pharmacie et qui a lui-même œuvré pour ces conférences il y a près de 3 ans maintenant. Donc le sujet que nous allons aborder ce soir est un sujet sensible, bien évidemment. Donc j'espère qu'il retiendra toute votre attention et que vous aurez beaucoup de questions à poser ensuite à notre intervenant. Donc le sujet, je prends mes petites notes pour ne pas faire d'erreur. Directives anticipées et limitations thérapeutiques des enfants polyhandicapés. Doit-on attendre d'être en réanimation pour en parler? Donc je laisse la parole à Christophe Duval. Merci à vous. Merci de m'avoir proposé de participer à ces conférences. Donc je ne répéterai pas le thème puisqu'il vient d'être dit. Et comme il m'a été demandé, je commencerai ma présentation par rappeler un peu mon parcours et puis parler un petit peu de comment s'organise un projet de thèse. Et puis ensuite, je vous ferai une présentation de ma thèse de manière un peu plus allégée qu'une soutenance telle qu'on en attend à la fac. Donc j'ai commencé mes études de médecine en 2007 jusqu'en 2013 pour les épreuves nationales classantes, donc à la fac de Rouen. Il s'agit des années que certains connaissent. Maintenant, ça n'a beaucoup changé avec les différentes réformes. À l'époque, on était en P1, donc même pas la PACES, l'année réunifiée. Et vous pouvez voir que ça fait un peu plus de 6 ans, parce que je n'ai pas été bon élève, j'ai redoublé une année pour les ECN. J'ai fait 3 mois de FFI en médecine polyvalente, donc rien à voir avec la pédiatrie dans laquelle j'allais après. Je ne regrette pas du tout, c'était très intéressant de pouvoir apprendre à être interne, à faire des prescriptions dans un service de périphérie, avec un peu moins de responsabilité finalement qu'un interne de pédiatrie, puisque les gens étaient plus âgés, donc parfois connaissaient bien mieux leur maladie que moi, et pouvaient me répondre, puisque les enfants sont beaucoup moins au courant de ce qui leur arrive. Et ensuite, donc de 2013 à 2018, mon internat de pédiatrie à la fac de Caen. Donc, ça s'est déroulé ainsi, donc mon premier semestre pédiatrie générale à Saint-Lô, puis pédiatrie générale à Flers. Ensuite, j'ai fait un semestre à Cherbourg en néonate, puis 1 an en pédiatrie au CHU. Ensuite, j'ai été 6 mois au Havre, en néonate de nouveau, encore en néonate au CHU de Caen. J'ai fait une disponibilité pendant l'été de 2017 et le dernier semestre s'est passé entre l'hiver 2007-2018 à Paris, donc en interchu. Je reviendrai juste sur la disponibilité. Quand j'ai commencé mon internat, vraiment, je ne pensais pas du tout faire une dispo, ni un interchu d'ailleurs. J'ai été assez poussé dans cette direction par une assistante que j'ai croisée au Havre, qui m'a vraiment motivé à remplir le dossier d'interchu d'une part et à partir pour voir autre chose. Et elle a eu raison, je ne regrette pas du tout. Alors, mes 6 mois à Paris n'ont pas été extraordinaires en termes de confort de vie. Je ne suis pas du tout un adepte de la vie parisienne, désolé à ceux qui y sont attachés. Mais en termes de ce que j'ai pu acquérir sur le plan professionnel, c'était très intéressant. Une façon de voir les choses différentes. Surtout dans le domaine de la néonate, vous pouvez constater que j'ai fait quand même beaucoup de néonates, c'est ce que je fais actuellement. Et même si les choses sont assez protocolisées en médecine, dans notre spécialité, il reste quand même un certain nombre de zones, on pourrait dire, où l'adaptation se fait au gré des différents professeurs, en raison bien sûr de la limite liée aux patients dont on s'occupe vis-à-vis des études. On peut difficilement mener des études sur des enfants et donc eh bien, il y a un peu plus de variabilité dans les protocoles dans notre spécialité et donc voir plusieurs choses et différents hôpitaux, c'est très intéressant en termes de compétences. Et je le recommande pour les plus jeunes, s'il y en a qui sont dans ce cursus et qui n'ont pas fait encore d'interchu ou qui hésitent. C'est vraiment quelque chose à faire. C'est long à mettre en place par contre. Le dossier d'interchu se prépare au moins 6 mois avant les 6 mois 6 mois longtemps avant, c'est-à-dire que si vous partez sur un été, il faut préparer 1 an avant le début du dossier. Pour donner un petit exemple, alors désolé pour les administratifs s'il y en a, mais
je me suis retrouvé à devoir obtenir une autorisation de commission de la fac de Caen pour partir à Paris, qui me demandait l'autorisation de la commission de Paris, qui me demandait l'autorisation de la commission de Caen. C'est un petit peu complexe. Et donc parfois, on a un peu l'impression qu'on ne va pas s'en sortir, et 6 mois, ce n'est pas trop pour prévoir le dossier. Et le dossier doit être rendu plus de 6 mois avant la date à laquelle on part. Mais ça en vaut la peine, vraiment, sur le plan professionnel. Donc actuellement, je suis assistant spécialiste régional en néonatologie entre l'hôpital du Havre et le CHU de Rouen, donc depuis juillet 2018. Alors pour ceux qui connaissent un peu les semestres de médecine, c'est pas un début de semestre, normalement c'est mai ou novembre, mais j'ai pas été un bon élève, j'ai passé ma thèse un peu après, et pour un poste d'assistant ou de chef de clinique, il faut avoir validé sa thèse. Donc on peut faire des remplacements libéraux sans avoir validé la thèse après la fin de notre internat, mais pas pour les postes hospitaliers. Donc j'ai eu mon inscription à l'ordre fin juin et mon début de poste début juillet. Là, en ce moment, je termine mes formations avec le desk de néonatologie. Je fais également un DU de développement de l'enfant qui est axé essentiellement sur le neurodéveloppement. Et je suis une formation d'éthique en périnatologie sur Paris également. On va revenir à ce qui nous intéresse un peu plus sur le projet de thèse. Donc tout d'abord, pour choisir un sujet de thèse, j'ai envie de dire grossièrement, il y a 2 façons de faire. La première, c'est ce que j'ai dit comme sujet d'intérêt. Au cours de votre formation, au cours des semestres, vous allez vous intéresser à un sujet en particulier qui vous aura marqué, ou alors à la motivation de changer une pratique ou d'évaluer une pratique, ou encore un certain nombre de cas cliniques qui auront été intéressants et qui vous donneront envie de rechercher quelque chose. Ça, c'est le côté idéal, d'autant plus que ce sera sur un sujet qui vous plaît et un sujet que vous allez peut-être choisir plus tôt. L'autre méthode, c'est comme moi, vous arrivez à la deadline ultime, dernière limite de quand il faut rendre un sujet, et vous allez demander à quelqu'un. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'on m'a orienté vers David Brossier, qui est présent ici, et qui m'a proposé un sujet qui concernait quelque chose qui me plaisait, et donc l'éthique, donc sur l'éthique, sur les limitations de thérapeutique chez les patients polyhandicapés. Et plusieurs choses, c'est que premièrement, c'est vraiment intéressant d'avoir un sujet qui nous plaît, on va passer beaucoup de temps sur une thèse, et si le sujet ne nous plaît pas, ça va être très rébarbatif. La deuxième chose, c'est que lorsque vous vous lancez dans votre thèse, vous aurez plus envie d'aller plus loin, c'est-à-dire publier éventuellement derrière si le sujet vous a plu, et si en plus ce que vous faites pourra vous servir dans la suite, c'est vraiment encore mieux. Et dans mon cas, les limitations de thérapeutique, c'est une situation que j'avais rencontrée dans mon internat, mais auquel je suis également confronté régulièrement dans la pratique de néonatologie, puisque au vu des patients dont on s'occupe, parfois l'évolution est défavorable et la question de limitation se pose. Et donc c'est quelque chose qui m'est utile à l'heure actuelle. Une fois que vous avez votre sujet de thèse, pour revenir à cela, vous allez devoir faire un plan et des objectifs. Alors, le but, c'est de ne pas partir dans tous les sens, d'une part. Et le deuxième, c'est que vous devez faire ce qu'on appelle un synopsis, c'est-à-dire un petit résumé avec le titre, les personnes qui travaillent, comment vous allez faire votre recherche, qu'est-ce que vous allez rechercher et quels sont vos objectifs. Et ça, vous le soumettez à une commission qui va valider votre étude ou non. Alors, selon les études que vous faites, ça peut être pour des raisons éthiques, pour des raisons de fiabilité de protocole ou autre. Le but, c'est bien évidemment d'éviter que au fur et à mesure du recueil, vous changiez d'avis et vous adaptiez votre question au résultat que vous obtenez. Une fois que vous avez choisi vos objectifs, ils sont absolument impossibles à modifier. Et vous devez donc aller jusqu'au bout de votre étude de la manière prévue initialement. Et ensuite, vous passerez à la rédaction à partir de ce plan. Alors, j'ai mis dans la rédaction le début par l'introduction et la bibliographie. En fait, la bibliographie, vous l'avez faite normalement déjà un peu avant. Alors, j'ai eu l'avantage, comme je disais tout à l'heure, que David m'a proposé un sujet qui m'a plu, mais aussi qui l'intéressait lui. Donc, il avait déjà recherché quelques articles et il avait déjà une idée de plan, donc ce qui a permis de gagner du temps. Mais cette bibliographie, elle est indispensable parce que il va falloir que vous sachiez de quoi vous parlez. Si vous commencez à prévoir un plan, il faut savoir globalement ce qui a déjà été fait, ce qui existe, ce qui a été démenti ou non dans le sujet que vous allez traiter, afin de ne pas faire complètement d'erreurs monumentales parce que vous n'avez pas vérifié qu'avant, quelqu'un avait déjà dit que ce que vous avez envie de montrer, c'est absolument fou, par exemple.
Cette rédaction d'introduction, elle va vous servir à partir de plusieurs vérités en disant on part de ce point et de ce point et il va mener à votre objectif. Chaque chose que vous allez écrire dans votre introduction, toutes les vérités que vous allez dire devront être justifiées par des références bibliographiques. Normalement, et mon directeur de thèse me l'a répété assez nombreuses fois, une phrase que tu ne peux pas justifier avec une référence biblio ne doit pas apparaître dans ta thèse. Voilà. En tout cas pour l'introduction. Ce qui est assez juste puisque finalement on travaille avec des gens au bout du compte et tout ce qui a été prouvé, ce qui a déjà fait l'objet d'études valide la recherche en cours. J'ai noté de nouveaux plans et règles sur mon petit topo. Lorsque vous commencez à rédiger votre introduction, il est de bon ton quand même de vérifier auprès des personnes qui vous encadrent s'il y a des règles spécifiques d'écriture. Le plan habituel, c'est introduction, matériel et méthode, résultat, discussion, avec encadré par un sommaire et puis à la fin des annexes et une bibliographie. C'est dommage d'écrire tout et de se rendre compte qu'on n'a pas utilisé la bonne police ou la bonne casse ou l'interligne ou refaire toute la mise en page pour des raisons d'oubli. Ce sera très rébarbatif à la fin si vous ne l'avez pas fait. Donc ouais, même si le plan principal est souvent le même, selon les spécialités, selon le type de revue ou d'écriture que vous cherchez à faire, les choses peuvent varier énormément. Ensuite, vous allez avoir le recueil de vos données. Alors, on n'est pas obligé d'avoir fini d'écrire l'introduction pour commencer le recueil, évidemment. On peut faire les deux en même temps. Mais le recueil, c'est ce qui va vous demander le plus de temps incompressible, disons. Toute la partie bibliographique, ça prend beaucoup de temps, mais c'est quelque chose qu'on va faire tout au long de l'écriture de la thèse. La partie recueil, ça va vous demander du temps et de la disponibilité. Et moi, j'ai fait une thèse avec un recueil dans des archives. Donc il fallait que j'aille aux archives. Les archives, c'est ouvert de 9h à 15h au CHU de Caen. Donc je vous laisse imaginer que ce n'est pas très évident pour pouvoir y accéder. J'ai eu la disponibilité pendant laquelle j'avais du temps, du coup, ce qui m'a permis de faire tout mon recueil. Mais c'est parfois compliqué. D'autre part, essayez au maximum de vous faciliter la vie. Moi, j'ai utilisé ce qu'on appelle Google Forms. Alors, c'est peut-être pas le meilleur logiciel du monde pour faire du recueil. En gros, j'avais une page informatique avec un questionnaire que je remplissais et que j'enregistrais. Et le logiciel, après, m'a tout extrait sous forme de tableau. Beaucoup plus simple à faire que de remplir des feuilles papier et tout reporter dans un tableau derrière. Après, ça dépend combien vous avez d'inclusion. Si vous incluez 30 personnes, c'est plus facile. Si vous en incluez 400, c'est plus long. Après, chacun a sa façon de faire. Il existe des logiciels très bien faits et je pense que la fac a une liste de ce genre de choses à disposition de ceux qui en ont besoin. Quant aux statistiques, j'ai marqué le logiciel R. Alors, il y a plusieurs méthodes. Soit vous menez une énorme étude prospective avec plusieurs CHU, vous aurez besoin d'un statisticien à la rédaction de votre plan pour vérifier que ce que vous faites, ça tient la route. Soit vous faites une thèse de médecine standard, on va dire, à une portée humaine, et vous allez appeler le statisticien. Et moi, la réponse que j'ai eue, c'est on va pouvoir envisager de traiter votre demande dans 3 mois. Alors, voilà, il faut s'y prendre un peu à l'avance. Là encore, je n'étais pas un bon élève dans cette situation. Et la troisième méthode, c'est d'apprendre à se servir des logiciels de stats. Alors, j'ai utilisé R parce que David savait déjà l'utiliser et qu'il a pu me guider un peu. Mais avoir vraiment un logiciel pour les statistiques, ça permet effectivement de faire les choses soi-même et de gagner parfois beaucoup de temps. La dernière méthode, c'est d'aller voir un statisticien privé qui peut vous faire les stats, moyennant une rémunération, bien sûr, puisque c'est son métier. Je vais juste une petite parenthèse pour vous dire que moi, j'ai eu mon sujet de thèse en hiver 2016 et j'ai pu la soutenir en juin 2018. Donc, j'étais dans les délais les plus courts de ce qu'on pouvait faire, pour résumer un peu les choses. Voilà. Alors maintenant, je sais que la réforme dit que les internes en deuxième semestre, je crois, en deuxième année d'internat doivent avoir trouvé leur sujet. Alors peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Donc au moins pour eux, ils commenceront leur thèse plus tôt et seront peut-être moins dans l'urgence. Bon, j'espère. Après, il y a un certain nombre d'outils qui sont indispensables pour la thèse. Les deux premiers particulièrement, Zotero et PubMed. Alors Zotero, c'est pour la biblio. On ne peut pas faire de thèse sans ce logiciel, clairement. Ça vous permet d'inclure toute votre biblio d'un seul coup. Et en plus, vous avez des modules pour quand vous faites une publication dans un article avec les règles demandées par la revue en question. Si, bien sûr, ça existe, mais la plupart des grandes revues ont ça. Ce qui est quand même
un gain de temps considérable. Alors après, il y a des petites choses à modifier dans ce que le logiciel nous propose, mais au moins on gagne déjà ça comme temps, parce que ce n'est pas facile à faire une vraie biblio d'articles. C'est-à-dire classer à la fin de l'article tous les textes qu'on a cités, et surtout ce logiciel les ordonne par ordre. C'est-à-dire que si d'un seul coup, en plein milieu de votre article, en plein milieu de votre thèse, vous rajoutez une référence, ça décalera les numéros de tous les autres. Ça vous évitera d'avoir à le faire vous-même à la main, ce qui est quand même très bien. Et pour la recherche, la revue de littérature, PubMed est indispensable. C'est un logiciel qui est compliqué, mais avec un tout petit peu de formation, on peut arriver à s'en sortir très bien. La fac propose des formations sur PubMed et sur Zotero, ça j'avais pu y assister. Ensuite, certains médecins et la fac ont des abonnements à des revues médicales qui vous permettent d'avoir accès à des articles. Il faut savoir que la plupart des articles sont payants, entre 20 et 60 € l'article, donc voilà, ça peut être c'est inabordable en fait, sans ces méthodes-là. Et puis, un certain nombre de sites internet sont très utiles. Alors, j'ai marqué Légifrance pour tout ce qui est législation, mais vous avez après les sites des différentes, par exemple, le site de la Société française de pédiatrie ou toutes les sociétés françaises de médecine, ou alors la société américaine également, dans les différentes spécialités, peuvent apporter des informations ou des orientations très intéressantes pour une thèse. Ensuite, la soutenance. La soutenance, c'est un peu pareil que tout le reste, c'est-à-dire qu'il faut s'y prendre à l'avance. Il faut savoir que, alors, dans mon cas, c'était ça, une thèse de médecine en pédiatrie, enfin de médecine, pardon, c'est 3 universitaires. Donc, il faut que vous trouviez 3 personnes en rapport avec le sujet de votre thèse qui vont pouvoir assister dans le jury de votre thèse. Donc, c'est des universitaires donc, qui sont en général chefs de service. Donc, ils ont un emploi du temps qui n'est pas forcément souple et vous n'êtes pas non plus forcément le seul interne à demander à ces personnes de relire votre thèse. Et donc, pour avoir l'ensemble de votre jury réuni le même jour, à la même heure, au même endroit, il faut aussi s'y prendre à l'avance et proposer un nombre grand de dates pour avoir le plus de chances de trouver un point d'entente. De plus, il faut aussi bien sûr prévoir que la fac doit avoir à l'avance toutes les informations en rapport avec votre date de soutenance. Et ensuite, j'ai mis pour la publication, c'est vrai que c'est gratifiant de pouvoir publier son article à propos de sa thèse. Alors, j'ai été fortement encouragé par mon directeur de thèse encore à le faire et c'est vrai que c'est une bonne idée. Ça permet de ne pas avoir travaillé juste pour passer un examen en fait et d'avoir un objectif derrière d'intérêt et d'utiliser notre travail pour les autres. Donc je vais maintenant vous reprendre rapidement ma thèse et je vous ai remis le titre que vous ayez oublié depuis tout à l'heure. Donc c'est les directives anticipées et limitations thérapeutiques des enfants polyhandicapés. Doit-on attendre d'être en réanimation pour en parler ? Je commence simplement par quelques définitions, histoire qu'on parle tous de la même chose. Donc des définitions du dictionnaire médical français. Le polyhandicap, l'association d'une déficience mentale sévère avec une déficience motrice issue d'une même cause. L'encéphalopathie, c'est l'ensemble des troubles nerveux liés à des altérations anatomiques congénitales ou acquises, sans prédominance de l'inflammation. Donc acquise, ça peut être tumorale, traumatique, toxique, etc. Quelques principes pour l'éthique, des principes éthiques que vous connaissez probablement. Alors ce sont des principes, c'est-à-dire que ce n'est pas un texte de loi, c'est quelque chose qui est communément admis par les professionnels. Le principe d'autonomie qui dit que le patient a un choix libre, soutenu par le médecin, bien sûr, dans les médicaments et les traitements qu'on lui administre. Le principe de bienfaisance, c'est-à-dire que la balance bénéfice-risque de chaque thérapeutique doit être en faveur du patient. Le principe de non-malfaisance, que vous avez peut-être connu par le primum non nocere, donc ne pas nuire. L'intervention du médecin ne doit pas altérer le patient. Et le principe de justice qui dit que chaque soin doit être le même pour tout patient, quelle que soit sa condition ou sa situation. On ne doit pas faire de différence sociale, par exemple, entre des individus. Tout ça, c'est encadré par la loi, quand même, sur les lois d'éthique. Donc, vous avez la loi du 4 mars 2002, du 22 avril 2005, du 2 février 2016. Je les résumerai en disant que le patient a le droit aux meilleurs soins. Le médecin ne doit pas faire d'obstination déraisonnable auprès du patient, sur le patient.
le patient a le droit de rédiger des directives anticipées. Et le médecin a l'autorisation de soulager la souffrance du patient, même si cela a un risque de limiter sa durée de vie. Avec une nuance qui a été rajoutée, que dans le cadre d'une limitation thérapeutique, le médecin est obligé de soulager la douleur du patient qui résultera de la limitation de cette thérapeutique, si bien sûr souffrance ajoutée il y a. On est donc parti de plusieurs points. Tout d'abord, donc issu de la littérature, comme je vous disais tout à l'heure, il y a Brasciuli en 2004 qui a mené une étude en Grèce sur une durée de 5 ans sur la durée de ventilation et la durée de séjour en pédiatrie. Et il a remarqué qu'il y avait une réduction de la mortalité et parallèlement une augmentation de la morbidité donc dans le service de réanimation pédiatrique. Ça pose la question sur les patients en situation de polyhandicap. Thibault, en 2009, a remarqué une augmentation du nombre de défaillances multi-organes quand un enfant était hospitalisé en réanimation pédiatrique s'il avait une maladie chronique, donc sous-jacente. C'était une étude qui a été menée sur 35 centres aux États-Unis sur une durée de 2 ans. Et donc, de cela découle la question du confort du patient. Meyer, en 2002, a mené une étude sur 3 centres pédiatriques à Boston qui montrait que pour les parents, la qualité de vie, l'espoir d'amélioration et la minimisation de la douleur étaient les choses les plus importantes dans le cadre de la prise en charge d'un enfant ayant un polyhandicap. Et donc, qu'est-ce qui peut amener à soulager le patient? Les soins palliatifs. Alors, j'ai repris la définition de l'OMS. C'est une définition très intéressante parce que, en France particulièrement, quand on parle de soins palliatifs, les gens entendent et comprennent fin de vie. Alors que ce n'était pas du tout le cas, donc je vais vous lire la définition. Les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles face aux conséquences d'une maladie potentiellement mortelle par la prévention et le soulagement de la souffrance. Ils n'entendent ni accélérer, ni repousser la mort. C'est très intéressant comme définition, particulièrement 2 points. Premièrement, les conséquences d'une maladie potentiellement mortelle, c'est-à-dire que les soins palliatifs ne sont pas systématiquement mis dans une maladie qui mènera au décès. Et ils sont donc, on peut donc revenir en arrière. On peut être en rémission d'une maladie et donc ne plus être en soins palliatifs. Et ils n'entendent ni accélérer ni repousser la mort. Les soins palliatifs sont donc des soins de confort. Et une des actions des soins palliatifs qui peuvent être mises en place, c'est la limitation de thérapeutique. Alors, la limitation de thérapeutique, Kremer, qui est français en 2008 et en 2014, a publié plusieurs études qui a montré que, d'une part, la mise en place d'une limitation de thérapeutique n'entraînait pas systématiquement le décès. En 2008, sur une population de 96 enfants, 37 étaient restés vivants à la fin d'une hospitalisation en réanimation pédiatrique suite à une limitation de thérapeutique. Et en 2014, il a prouvé en plus que la mortalité n'augmente pas, même en cas de retrait de supports vitaux. Alors, les limitations de thérapeutique, c'est quelque chose d'assez cadré, en particulier par la loi. Donc d'abord, c'est une décision qui est prise à l'issue d'une réunion collégiale pluri-expertise, c'est-à-dire un rassemblement de médecins comprenant en général les médecins du service, le médecin référent du patient et obligatoirement un consultant extérieur donc aux médecins cités précédemment. C'est une réunion qui va décider de ce qui sera acceptable d'envisager ou de, entre guillemets, de faire subir, mais disons de débuter comme traitement, ou alors est-ce qu'il est justifié d'arrêter des traitements auprès d'un patient. Les 2 grands axes sont le retrait de thérapeutique, un patient qui a déjà un certain nombre de traitements en cours et on va décider d'en arrêter parce qu'on arrive à un point où on dit que c'était de l'obstination déraisonnable, ou à l'inverse, un patient dans une situation où l'évolution est prévisiblement négative et où on va décider de ne pas entreprendre certaines thérapeutiques. Dans tous les cas, l'avis des parents sera recueilli. Alors, c'est bien recueilli, c'est-à-dire que la décision, elle est médicale. On ne doit pas, normalement, avoir l'accord des parents. Dans la pratique, c'est un petit peu différent. Dans le cadre d'un arrêt de thérapeutique, la loi nous demande de laisser un temps de réflexion aux parents. La décision reste médicale et s'il s'agit d'une
dans un contexte, donc dans le contexte vraiment d'un arrêt thérapeutique, c'est une obstination déraisonnable. Le médecin référent prend la décision et théoriquement, même si les parents ne sont pas d'accord, il peut l'appliquer après le délai de réflexion. En pratique, en pédiatrie, on attend d'avoir l'accord des parents. On essaye, dans la négociation, d'avoir l'accord des parents. Pour des raisons de jurisprudence en partie, et aussi pour des raisons éthiques. C'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup mieux vécu par la suite par les familles, si jamais il n'y a pas eu d'opposition, bien sûr, entre l'équipe médicale et les parents. Dans le cadre, à l'inverse, d'une décision anticipée, où on va prévoir un projet pour dire est-ce que l'on peut ou non entreprendre telle ou telle thérapeutique. Alors, ça peut être du massage cardiaque, des drogues vasoactives, une intubation, ça peut être des examens invasifs, et ça va jusqu'à la limitation de l'hydratation ou de la nutrition artificielle. En France, ça fait partie des thérapeutiques, sous la condition qu'ils ne sont là que pour prolonger la vie. C'est-à-dire qu'une personne qui est capable de s'alimenter seule, c'est du soin, l'alimentation, ce n'est pas une thérapeutique. L'hydratation et l'alimentation artificielle sont des thérapeutiques si elles sont par exemple une nutrition parentérale ou une alimentation par une sonde gastrique et la personne n'est pas capable de s'alimenter ou de s'hydrater seule. Donc dans le cas où c'est un projet anticipé, évidemment, l'accord des parents est obligatoire puisque ce n'est pas une décision médicale, c'est une proposition médicale de projet thérapeutique. Et donc, si les parents disent non, on veut que tout soit fait pour notre enfant, à ce moment-là, la situation change puisqu'on n'est pas encore dans une situation d'obstination déraisonnable. Donc tout ça a mené à notre étude et nous avons retenu plusieurs objectifs. Tout d'abord, un objectif principal, évaluer la proportion de séjours de patients polyhandicapés admis en réanimation pédiatrique avec une décision de limitation thérapeutique. Nos objectifs secondaires étaient de comparer l'agressivité de la prise en charge en fonction de l'existence ou non d'une décision de limitation à l'entrée dans le service et de déterminer les facteurs qui pouvaient justifier l'absence de limitation thérapeutique avant et après l'hospitalisation en réanimation pédiatrique. On a donc mené une étude rétrospective, observationnelle, monocentrique, dans le service de réanimation pédiatrique, de réanimation et surveillance continue pédiatrique de Caen, de 1er janvier 2006 au 31 décembre 2016. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, une revue de dossier qu'il a fallu faire revenir des archives. Et on a eu des autorisations de la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté. Et l'autre, je ne sais plus du tout quel est l'acronyme de la CERSFP. Donc, bon, on reverra ça plus tard. On a inclus les patients qui avaient une encéphalopathie chronique confirmée de moins de 18 ans. On n'a pas inclus ceux qui avaient plus de 18 ans. On n'a pas inclus les enfants arrivés dans le service en état de mort cérébrale, ni ceux qui avaient un arrêt cardio-respiratoire qui n'a pas été réanimé à l'admission. Et on a exclu les patients ayant une encéphalopathie qui n'était pas une encéphalopathie chronique. Nous avons donc sélectionné les dossiers à traiter sur la base du DIM, donc avec le DIM, donc c'est le département d'informatique médicale. On leur avait donné une liste de codage de la CIM-10, donc la CIM-10 c'est la classification internationale des maladies. On a fait une liste de codage, on l'a envoyé au DIM qui nous a sorti tous les dossiers qui contenaient ce codage. Et puis, après avoir épluché les dossiers, on a réparti en deux groupes, limitation contre contrôle, en fonction de la présence d'une fiche institutionnelle de suivi de limitation thérapeutique dans le dossier médical. Je l'ai mise juste après. On a donc fait une consultation des dossiers et chaque hospitalisation était inclue. Donc voilà, c'est la fiche que nous avons au CHU de Caen, ce qu'on appelle la fiche Transpalia. C'est mis en place lors des réunions d'éthique, lors des réunions de décision de limitation thérapeutique. Et vous voyez le petit tableau en bas, les stratégies qui sont retenues. Est-ce qu'on limite et quel traitement on limite? Est-ce qu'on les limite? Est-ce qu'on les envisage ou non? Et est-ce que peut-être on peut faire quelque chose d'un peu tempéré, parce qu'on est quand même en Normandie et le oui, non, c'est pas suffisant, donc il y a le peut-être en fait finalement au bout, donc au milieu. Donc vous avez soit, par exemple, pour la première ligne, traitement de l'arrêt cardio-respiratoire. Est-ce que c'est envisageable? Non. Donc ça veut dire que si l'enfant fait un arrêt cardio-respiratoire, on n'entreprendra pas de thérapeutique pour pallier à cela. Oui, avec limite. On peut dire, on fera une intubation, mais pas de drogue vasoactive. Et oui, sans limite, on fera tout ce qu'on peut pour cet enfant.
Donc je reviens juste à la feuille. Cette feuille, elle va être mise dans le dossier du patient, elle va être donnée aux parents et normalement, éventuellement au centre, si l'enfant est dans un centre, dans une institution par exemple. Pour notre étude, les critères de jugement, c'était les scores de confort et l'invasivité des traitements reçus. Et on recherchait l'existence d'une justification à la non mise en place des limitations thérapeutiques. On avait 367 hospitalisations qui avaient été sélectionnées, 40 n'ont pas été inclus, 86 ont été exclus, et on avait donc 241 hospitalisations qu'on a pu étudier, 23 pour le groupe limitation, 218 pour le groupe contrôle, ce qui fait 9,6% d'admission, d'hospitalisation avec une limitation thérapeutique. Les groupes étaient équivalents pour le ratio garçon-fille, mais par contre, le groupe limitation était significativement plus jeune et plus hospitalisé pour motifs respiratoires. En revanche, les autres motifs d'hospitalisation, il n'y avait pas de différence significative et le devenir du patient, donc transféré dans un hôpital ou dans un centre ou retour à domicile ou décès, il n'y avait pas de différence significative. Pour ce qui était de la prise en charge intra-hospitalière, donc sur l'invasivité des traitements, finalement, le groupe limitation avait plus de ventilation non invasive, de kiné respiratoire, moins d'alimentation orale, plus d'alimentation entérale et de gastrostomie. Et en revanche, sur les actes plus invasifs, donc massage cardiaque et autres, et je vous ai remis en deuxième ligne la ventilation invasive, on n'a pas trouvé de différence significative. Ensuite, pour l'étude des facteurs prédictifs de limitation, on a repris simplement les patients, puisque si vous incluez plusieurs fois le même patient, ses antécédents se cumulent et vous faites un biais sur vos résultats. Donc on a pris en tant qu'individu, on avait 119 patients, 12 dans le groupe limitation et 107 dans le groupe contrôle, ce qui fait 10% de patients avec une limitation. Et on a retrouvé que finalement les enfants du groupe limitation avaient des scores fonctionnels plus élevés, c'est-à-dire qu'ils étaient moins autonomes. Donc le PIM, c'est un score prédictif de mortalité infantile qui est basé sur la maladie, mais aussi des critères objectifs, des fonctions vitales et biologiques, donc, qui sont toujours les mêmes. Plus le chiffre est élevé, plus l'enfant a de risque de décéder durant son séjour. POPC et PCPC, ce sont des scores cérébraux et globaux de capacité fonctionnelle. C'est des scores un peu, on pourrait dire un peu bruts, c'est assez rapide à faire. Ça va de 1 à 5. 1, c'est une personne tout à fait autonome, et 5, c'est le coma. Donc vous voyez que là aussi le score est assez élevé. Et là, le FSS, c'est Functional Status Scale, c'est une échelle de capacité fonctionnelle qui reprend à la fois le côté cognitif, sensoriel, l'alimentation, la respiration, pour essayer de faire une échelle un peu globale de capacité de l'enfant. Et là aussi, plus le score est élevé, moins l'enfant est autonome. Pour ce qui est des antécédents, on a remarqué que nos patients du groupe limitation avaient plus d'antécédents d'hospitalisation en réanimation, de support ventilatoire ou d'oxygène à domicile, d'alimentation entérale à domicile et de gastrostomie. Donc ça, c'était la comparaison simple, directe, univariée entre les deux groupes. Et après la comparaison multivariée, on avait un seul critère qui est revenu significatif, c'était l'hospitalisation en réanimation, donc avec un odds ratio à 13,9 et une significativité inférieure à 0,05. Et on a une tendance pour le support ventilatoire à domicile, entre 0,05 et 0,07, on peut dire qu'il y a une tendance pour le support ventilatoire à domicile. Donc ça veut dire que si on augmentait la taille de notre effectif, peut-être qu'on trouverait une valeur significative. Et les autres n'étaient pas significatifs. Pour ce qui est des facteurs explicatifs d'absence de limitation, on a retrouvé principalement à l'arrivée, donc ça c'était pour le groupe contrôle, l'absence de discussion avec les parents ou le refus parental de limitation. Et à la sortie, soit de nouveau l'absence de discussion, soit une durée d'hospitalisation trop courte pour avoir abordé le sujet. Donc juste avant de passer à la discussion, la partie résultat, lorsque l'on écrit dans la thèse, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, on ne fait que de l'objectif, c'est-à-dire qu'on dit juste ce qu'il y a, on ne fait aucun commentaire, aucune justification, on rapporte simplement des faits. En revanche, on discute après, donc dans la partie discussion. Et là aussi, il faudra remettre des références bibliographiques pour la comparaison avec ce qui existe dans la littérature. Donc, pour résumer nos principaux résultats, on avait un taux de limitation thérapeutique à l'admission qui était de 9,6% des admissions ou 10% des patients. Le respect des décisions de limitation était parfait. Pour les enfants du groupe limitation, il n'y a jamais eu d'écart à ce qui était décidé avant l'arrivée.
Pour ce qui était des facteurs prédictifs de décision de limitation, l'hospitalisation et réanimation a montré une significativité. Les deux autres étaient non significatifs, mais semblaient tendre vers cela. Pour ce qui est des facteurs explicatifs d'absence de limitation, il n'y avait pas eu de significativité statistique et on avait finalement retrouvé que l'absence de discussion avec les parents, le refus parental et la durée d'hospitalisation courte étaient des motifs les plus souvent rencontrés. Pour ce qui est de l'explication, finalement, les patients avec les antécédents les plus lourds avec une autonomie moindre étaient ceux qui étaient le plus souvent limités. C'est quelque chose auquel on aurait pu s'attendre. En effet, on se dit qu'on va plus facilement entraîner... Enfin, comment on pourrait dire ça? On va plus facilement se dire qu'un enfant qui est très malade va avoir une limitation thérapeutique parce qu'il arrive dans une évolution très avancée de sa maladie et on se rend compte finalement que sa qualité de vie est médiocre. Ce qui est dommage puisqu'on a vu dans les études tout à l'heure que si on mettait ça plus tôt en place, même si le projet de limitation ne limitait pas beaucoup de thérapeutique, le confort du patient s'en trouve amélioré. Pour ce qui est des facteurs explicatifs d'absence, à l'admission, dans le groupe contrôle, 63% des patients, en fait, on n'en avait jamais parlé avec eux. Alors Thompson, en 2009, il a mené une étude aux États-Unis sur 303 pédiatres dans 2 États différents. Et il posait la question, comment est-ce que vous caractérisez les soins palliatifs? 40% des médecins répondaient les soins de fin de vie et 25% répondaient je ne sais pas. Ce qui fait quand même 65% de personnes qui ne peuvent pas donner soit une vraie explication, soit une explication tout court. Donc ça paraît difficile d'apporter une information à quelqu'un quand on ne l'a pas soi-même. Alors, ça pourrait faire l'objet d'une étude. Quelle est la connaissance des professionnels français quant aux limitations thérapeutiques, dans notre cas en particulier en pédiatrie? Le refus des parents, finalement, était faible en valeur absolue, mais 17%, c'est 17% des 40% à qui on en a parlé. Donc ça fait un peu moins de la moitié. Alors là, c'est la même chose. Est-ce que le chiffre aurait été 40% si tout le monde en avait entendu parler? Ça, on ne peut pas du tout le savoir. Pour la sortie, le plus souvent, c'était la durée de séjour courte. Alors, c'est à la fois une bonne excuse et pas une bonne excuse. Thompson, de nouveau, dans son étude dans 2009, avait essayé de voir à quel moment est-ce qu'on en parlait, on abordait la question des limitations thérapeutiques et des soins palliatifs, en l'occurrence, dans son étude, avec les parents d'un enfant polyhandicapé ou atteint d'une maladie très grave. Et ils se sont rendus compte que, selon les maladies, c'était dans 30 à 45% des cas au dernier moment, finalement, au moment où on arrivait dans les phases de fin de vie. Donc vraiment très tard dans l'évolution. Ça montre que ce n'est pas quelque chose de rentrer dans les mœurs, d'habituel, alors que, comme je le disais, même si le séjour est court, si on pouvait aborder la situation, même si pour le moment rien n'est à limiter parce que l'enfant va bien, ça permet d'avoir déjà discuté de ça avec les parents et d'avoir déjà commencé à aborder le sujet et qu'ils ne se retrouvent pas devant le fait accompli lors d'une hospitalisation bien plus tard. Et dans notre étude, la plupart des séjours courts, c'était des séjours de chirurgie. Donc effectivement, on se doute bien que si un enfant il est hospitalisé pour une chirurgie, pour une gastrostomie par exemple, ou une chirurgie du rachis, donc du dos, c'est qu'on est dans une phase de prise en charge et non de limitation. Mais bon. Les conséquences des limitations dans notre étude, on avait un taux de décès qui était assez faible. Alors, un peu plus faible que les études qu'on peut retrouver dans la littérature, mais les seules études que j'ai trouvées qui traitaient de populations similaires à la nôtre, c'est des études qui datent un peu de 95 et 97. Martineau avait retrouvé 11 et 13% sur 2 études successives de décès liés à des limitations thérapeutiques dans des enfants polyhandicapés en pédiatrie. Et par contre, un point qui était très intéressant de notre étude, c'est que dans les enfants du groupe contrôle, tous ceux qui ont eu un massage cardiaque ou des drogues vasoactives, malheureusement, sont décédés. Alors, ça met encore en plus en avant le point que si jamais l'enfant avait eu une décision de limitation en disant on ne fera pas de massage cardiaque, il n'aurait pas souffert de cette prise en charge au moment où il en a malheureusement eu besoin. Après, il est vrai que bien souvent, le massage cardiaque et les drogues vasoactives, dans cette population, ils sont mis en place dans des situations d'urgence où on attend par exemple que les parents arrivent pour qu'ils puissent arriver et que leur enfant soit pas décédé. Même si dans les suites de l'hospitalisation, l'évolution montre que malheureusement il n'y a plus d'autres
plus d'espoir d'amélioration. Un petit mot pour les limites de notre étude, c'est un recueil rétrospectif. Alors effectivement, statistiquement parlant, ça a moins de puissance qu'une étude prospective. La question des patients qui n'étaient pas hospitalisés au CHU également. Donc on n'a pris que ceux qui étaient hospitalisés en réanimation au CHU de Caen. Donc ceux qui auraient pu être dans les autres hôpitaux de la région n'ont pas été pris en compte. Ça, on ne peut pas du tout savoir. Après, dans toutes les fiches institutionnelles, comme vous avez pu l'avoir tout à l'heure, l'admission en réanimation n'a jamais été marquée comme non acceptable. C'est-à-dire qu'on peut décider de dire que bah non, là l'enfant il est à un tel point que même hospitaliser l'enfant en réanimation, ce ne sera pas raisonnable. Ça, ce n'est jamais, enfin en tout cas dans notre pratique au CHU de Caen, c'est jamais quelque chose qui est remis en question. Et puis j'ai marqué le codage, il faut que le codage ait été bien fait pour avoir tous les dossiers évidemment, mais ça on ne peut pas le savoir. En conclusion, la limitation thérapeutique chez l'enfant polyhandicapé reste peu répandue avant mais également après le séjour, avec une prévalence de 9,5%. Et il serait très intéressant de sensibiliser les professionnels qui suivent ces enfants pour mettre en place des démarches de limitation thérapeutique plus tôt dans l'évolution de la maladie de ces enfants. Et le point qui a été montré comme très significatif, c'est que l'antécédent d'hospitalisation en réanimation montre une significativité donc, chez la mise en place de limitation, ce qui signifie que probablement la réanimation est un endroit favorable ou préférentiel pour la démarche de limitation thérapeutique, soit ce sont des professionnels qui sont plus confrontés à cela, et auquel cas ça pourrait être un moyen de le systématiser à chaque hospitalisation, soit parce que malheureusement l'évolution de la maladie est très importante et on en est arrivé à le faire de manière un peu contrainte, si je puis dire. Voilà, je vous remercie de votre attention.